de suite, le journal de l'économie avec Franck Jojo Moulamba. Au cours de l'ouverture du forum sur les états généraux de l'agriculture en République démocratique du Congo, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a annoncé la création d'une banque nationale pour le développement de l'agriculture, une banque qui consistera à financer essentiellement le projet agricole dans le pays. Et en international, le Nigeria va lancer le 1er octobre prochain la version électronique de sa monnaie en vue de réduire l'influence des crypto-monnaies dans le pays. Les détails dans ce journal. Madame, Messieurs, bienvenue à ce journal et très heureux de vous savoir nombreux pour vous présenter le journal de l'économie. Tous les projets agricoles pourront être financés localement car le pays sera bientôt doté d'une banque nationale pour le développement de l'agriculture. Annonce faite par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé lors de l'ouverture du Forum national sur les états généraux de l'agriculture. Le chef du gouvernement congolais a mis l'accent sur la revanche du sol sur le sous-sol, un concept fondé sur le primat de l'agriculture sur tous les secteurs de l'économie, spécialement le secteur minier. Je vous propose de suivre un extrait de son discours. Mon gouvernement a clairement pris l'option de ne plus reposer tous ses espoirs du développement national uniquement sur le secteur des mines. Désormais, aux côtés notamment du tourisme, de la transition écologique, l'agriculture redeviendra, et réellement dans ce pays, la priorité des priorités. Pour y arriver, le gouvernement lancera bientôt une campagne forte en faveur de l'agriculture. D'ores et déjà, il est prévu dans les jours qui viennent la création d'une grande banque nationale de développement qui aura entre autres pour vocation de financer le développement de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. C'est dans ce contexte que le gouvernement lance un appel à tous les cadres de ce pays de se préparer d'ores et déjà pour que chacun se construise un toit et un champ au village. Un autre sujet à présent, la République démocratique du Congo et la République d'Angola sont au point d'ouvrir la voie pour une nouvelle exploitation pétrolière commune dans le bassin de l'océan Atlantique. Un protocole d'accord est déjà signé entre les deux pays en prélude de la signature prochaine d'un contrat en 2022. Suivez les commentaires de Fiston Oleko. Dans son bassin côtier, la RDC partage avec ses voisins d'importants gisements de l'or noir, notamment l'Angola. D'ailleurs, les deux pays ont connu des crises sur fond d'une exploitation qui serait jugée d'illégale du pétrole par l'Angola. Les deux pays sont parvenus à signer un protocole d'accord d'exploitation pétrolière commune dans ce qu'on a nommé la zone d'intérêt commun ZIC en sigle. Le protocole d'accord a été signé à Luanda entre les administratifs des hydrocarbures des deux pays après un travail de 2 jours en commission technique séparée. Les deux parties se sont accordées sur la signature très prochaine d'un contrat au courant du premier trimestre de l'année 2022 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Elles ont aussi fait le point sur l'accommodement de la commercialisation dans le respect des normes requises des produits pétroliers en provenance d'Angola. Il s'est de signaler qu'un délai de 3 mois a été accordé aux experts des deux parties pour soumettre le contrat aux instances politiques de décision des deux pays respectifs qui devra ouvrir l'exploitation du pétrole dans cette partie commune entre les deux pays situés au centre de l'Afrique.
Dans un autre chapitre, la République démocratique du Congo ne peut plus être seul pays maître dans la production du cobalt. Selon une agence de notation financière internationale, le pays devrait faire face à la concurrence prochaine avec l'Australie. Deuxième producteur mondial du cobalt, l'Australie offre un environnement moins risqué que le Congo. C'est le principal argument que révèle l'agence Fitch Solutions pour prédire que les investissements dans la production du cobalt pourraient s'orienter vers ces pays de l'Océanie. Patrick Ilunga pour les commentaires. S'il est vrai que la RDC est encore la destination numéro 1 des firmes consommatrices du cobalt avec ses 50% des réserves mondiales de ce métal découvertes jusqu'ici, le renversement de la tendance ne peut être écarté. À des milliers de kilomètres du Lualaba, capitale mondiale du cobalt, un autre pays producteur pointe son nez. L'Australie, également pays minier, serait un futur grand concurrent de la RDC. Ce pays de l'Océanie pourrait attirer une grande partie des investisseurs qui s'orientent aujourd'hui vers le Congo-Kinshasa. C'est du moins ce que prédit l'agence de notation financière Fitch Solutions. Pour cette agence, l'Australie serait une alternative moins risquée en ce qui concerne les risques liés aux droits de l'homme et à l'environnement. La réglementation minière australienne donne la priorité au processus d'extraction durable, ce qui est attrayant pour les pays ayant des normes environnementales strictes, estime cette agence. Et de plus, l'instabilité politique en RDC constitue une faiblesse pour le Congo. Tout de même, il convient de relativiser les prédictions de Fitch Solutions, car les réalités politiques de la RDC, loin d'être seulement un point faible pour la RDC, elles peuvent être une attraction pour certains investisseurs qui veulent faire fortune. Aussi, en termes de production, l'Australie, avec ses 57 000 tonnes de cobalt par an, est loin d'égaler le Congo, dont la production en ce minerai indispensable pour les voitures électriques en 2020 a avoisiné le 100 000 tonnes. Dans un autre chapitre, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP en sigle, vient de clôturer une série de matinées d'information et de vulgarisation de la loi sur la sous-traitance en République démocratique du Congo. Ces matinées avaient un seul objectif, notamment permettre aux entreprises du secteur privé d'avoir la même compréhension de cette loi. Suivez ces reportages de Blandine Bampala et Fiston Oleko. Ils ont pris 3 jours pour ces matinées d'information sur la sensibilisation et la vulgarisation de la loi numéro 17/001 de 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé et ses mesures d'application à l'intention des représentants des entreprises principales et de sous-traitance. Ce sont les experts de l'ARSP qui leur ont expliqué les avantages de cette loi, mais aussi d'autres textes légaux, notamment celui qui a créé l'ARSP. Ça s'est passé au siège de la Fédération des entreprises du Congo, fait qu'en sigle. Dans le cadre de la sensibilisation et de la vulgarisation de la loi sur la sous-traitance, nous avons, en collaboration avec la Fédération des entreprises du Congo, organisé 3 jours d'échange avec plusieurs secteurs d'activité. Nous avons commencé par les télécoms, les banques d'assurance ceux qui donnent accès à Internet. Puis le deuxième jour, on a enchaîné avec les transporteurs, transport de la logistique, ainsi que les hydrocarbures. Aujourd'hui, nous avons chuté puis terminé avec les industries et les autres secteurs, en dehors des secteurs que j'ai cités. Donc, ces 3 matinées s'inscrivent, comme je l'ai dit avant, dans le cadre de la sensibilisation, qui est une activité pérenne à l'autorité de régulation en sous-traitance dans le secteur privé. Je témoigne à ce qu'en échangeant avec le secteur privé, nous puissions ensemble avoir le même entendement pour une mise en œuvre efficiente de cette loi qui est une nouvelle législation qui demande pour certains qu'il y ait des éclaircissements qui viennent de l'autorité de régulation et pour d'autres qu'on lève certains malentendus sur certaines opérations que nous menons, notamment les enregistrements des sous-traitants, parce que nous mettons sur notre site les sous-traitants qui sont éligibles à la loi, parce que la loi pose une condition pour exercer les activités de la sous-traitance, il faut être une société à capitaux congolais.
La RSP envisage de signer un protocole d'accord avec la FEC pour maintenir les discussions avec les entreprises du secteur privé concernées par la dite loi. Au-delà de nos frontières, le Nigeria va lancer le 1er octobre 2021 une version numérique de sa monnaie, le Naira. Alors qu'en 2020, le pays était classé 3e utilisateur de monnaie virtuelle au monde après les États-Unis et la Russie. Ces projets de monnaie numérique visent à baisser la popularité des crypto-monnaies qui gagnent la première économie du continent africain et constituent en même temps un énorme facteur de risque financier. Suivez ces reportage de nos confrères d'Africa 24. Le Nigeria veut être à la pointe de la monnaie digitale en Afrique. Le pays envisage l'introduction d'une monnaie numérique de la Banque centrale à partir du 1er octobre 2021. Pendant que le Ghana a atteint sa phase test, l'Afrique du Sud et le Maroc en sont encore au stade préparatoire. L'objectif est de développer le e-Naira, une monnaie virtuelle à partir du smartphone via une application. Alors, ce que le Nigeria gagne avec la création du e-Naira serait effectivement d'avoir un contrôle total sur les monnaies numériques. Et donc, c'est une smart move, c'est une opération mûrement réfléchie et qui permettra effectivement à ce pays de 200 millions d'habitants d'élargir effectivement son assiette en matière de mouvements financiers. La commission prévue dans le cadre du projet e-Naira est de l'ordre de 3 à 5%, alors que les établissements spécialisés dans les transferts prélèvent jusqu'à 9% du volume de l'opération. Cet usage, surtout en Afrique subsaharienne où le taux de bancarisation est encore de l'ordre de 10%, s'avère donc être un bon outil pour atteindre un nouveau public. On n'a pas encore le recul nécessaire pour évaluer effectivement les effets positifs de cette décision. Mais d'ores et déjà, on sait que le gouvernement du Nigeria envisage d'interdire carrément et purement et simplement les bitcoins dans le pays. C'est une menace qui n'est pas encore effective, mais on en entend parler ici et là. C'est déjà un pas en avant. On va voir. Outre les crypto-monnaies qui s'épanouissent bien en Afrique, cette monnaie devrait être un outil compétitif face aux monnaies digitales privées plébiscitées par les Africains. Le Bitcoin, qui échappe à tout contrôle des gouvernements, en fait d'ailleurs partie, puisque le Nigeria, soupçonnant des risques de fraude, a interdit à ses banques de réaliser des transactions dans cette devise numérique. Restons toujours en Afrique, reprise des liquidités dans les établissements de crédit en Afrique centrale. L'opération vient d'être lancée dans 6 États de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale par la Banque des États de l'Afrique centrale. D'après cette banque, les établissements de crédit concernés sont de banques en situation de surliquidité. Suivez encore une fois nos confrères d'Africa 24. Dans l'optique de combattre l'inflation en zone CEMAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, a annoncé avoir lancé une opération de reprise de liquidités dans les institutions financières de la région. Selon le communiqué de l'Institut d'émission des 6 États, à travers cette opération, la BEAC entend prélever un montant de 100 milliards de francs CFA dans les coffres forts des banques commerciales en situation de surliquidité. Dans ce contexte-là, la BEAC veut prendre cet argent qui dort dans les caisses des banques pour refinancer la consolidation et la sécurisation structurelle des économies de la région. L'idée est peut-être louable, mais ce qui est important, c'est que la BEAC arrive à rémunérer complètement et correctement ces fonds oisifs. Parce que les banques rémunèrent déjà ces fonds oisifs par l'excès de recettes des fonds qu'ils réussissent à placer. C'est-à-dire que l'opérateur économique qui emprunte du système bancaire de l'Afrique centrale paye pour l'argent qu'il emprunte et paye aussi pour l'argent qu'il n'emprunte pas. Ce qui est un paradoxe. Mais on espère donc que si la BEAC trouve comment dépenser de façon optimale les fonds oisifs sans être capable de perdre l'argent, c'est-à-dire en remboursant les intérêts associés à cet argent, la BEAC dans ce cas va donc aider le système bancaire à être beaucoup plus résilient. Notons que sont éligibles à cette opération les établissements de crédit admis au compartiment des interventions de la BEAC sur le marché monétaire en qualité d'offreur de ressources et n'ayant pas sollicité le refinancement de la BEAC au moins une fois sur une période glissante de 12 mois. Le débat se pose sur la rentabilité du placement de l'argent sur la lutte contre l'inflation. D'accord, la BEAC fera des recettes
induit du fait de la baisse du taux d'inflation, parce que le taux d'inflation coûte cher à la BEAC sur le plan régional, mais il faudra que ces recettes financent le loyer de l'argent. Donc c'est un débat qui va certainement ou aider les banques ou occasionner une résistance au niveau des banques qui n'auront pas compris l'intérêt du replacement des fonds oisifs. Rappelons qu'en mars 2020, ces opérations de reprise de la liquidité bancaire avaient été suspendues. Afin d'atténuer les effets néfastes du coronavirus sur les économies de cette région, la reprise de liquidité dans les coffres forts des banques de la zone monétaire est indispensable pour la reprise de la croissance économique selon les experts. Depuis 2015, l'Organisation des Nations Unies s'est assignée comme objectif d'éliminer la faim à l'horizon 2030. Au regard de l'importance de la population affectée par le phénomène, cet objectif demandera d'énormes efforts tant sur le plan financier que technique. L'atteinte de la faim zéro d'ici 2030 pourrait nécessiter 40 à 50 milliards de dollars d'investissement par an. Patou Kinzala pour des amples détails. Pour éradiquer la faim sous toutes ses formes d'ici 2030, il faudra des investissements de l'ordre de 40 à 50 milliards de dollars par an. C'est ce qu'estime l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Alors que l'objectif faim zéro a été fixé depuis 2015, le nombre de personnes touchées par ce fléau n'a cessé de progresser, atteignant même un chiffre historique en 2020. Selon le rapport sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, SOFI 2021, environ 768 millions de personnes ont été affectées par la faim l'année dernière, soit la plus forte hausse annuelle depuis 15 ans. Si dans un tel contexte, la nécessité des interventions ne fait aucun doute, la FAO souligne qu'elles devront être bien ciblées afin de donner des résultats concrets. Pour l'organisme onusien, l'un des axes d'intervention les plus importants devra concerner la lutte contre les pertes post-récolte et le gaspillage alimentaire, beau fléau du système alimentaire mondial. Réduire les pertes et le gaspillage alimentaire serait une triple victoire. Cela permettrait d'améliorer l'accès au régime alimentaire sain, d'utiliser les ressources naturelles de manière plus efficiente et de réduire l'impact sur l'environnement, indique la FAO. À ce axe s'ajoutent, selon l'organisation, des investissements dans la recherche-développement ainsi que la mise en place des programmes de protection sociale bien ciblés. Pour rappel, l'Afrique et l'Asie concentrent plus de 90% de l'effectif des personnes sous-alimentées. Ce journal touche à sa fin, mais avant de nous quitter, le rappel de titre. Au cours de l'ouverture du forum sur les états généraux de l'agriculture en République démocratique du Congo, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a annoncé la création d'une banque nationale pour le développement de l'agriculture. Une banque qui consistera à financer le projet agricole dans le pays. Et en international, on s'est rendu au Nigeria qui va lancer le 1er octobre prochain la version électronique de sa monnaie en vue de réduire l'influence des crypto-monnaies dans le pays. Voilà, c'est la fin de ces journaux. Merci de l'avoir suivi et à rester branché sur le programme de Géopolis TV.